Effectivement, on va parler ensemble d'IA et d'accélération technologique, de limites planétaires et de polycrise, et se demander ce que la confrontation de ces sujets vient questionner sur notre rapport au futur. Mon histoire commence en 2012, ici. Donc, comme je le disais, mon histoire débute ici, en 2012. Ça marche. À l'époque où l'IA commençait à être un sujet dont on parlait dans les entreprises, et pour moi, ça tombait très bien, parce que j'étais data scientist, passionné d'IA depuis l'école d'ingé. Alors très vite, je suis allé convaincre mon patron de l'époque de me laisser monter une équipe de geeks et de doctorants pour aller tester toutes les technologies de l'époque, expérimenter chaque algorithme, participer à des compétitions de machine learning. Pourquoi? Pour appliquer à la lettre ce conseil du cofondateur de Salesforce, prendre un temps d'avance sur le futur, devancer nos clients et se tenir prêt à les accueillir 2 ans plus tard, quand la vague de l'IA déferlerait sur les entreprises. Et en effet, à partir de 2014, quand tout le monde s'est mis à parler de data science et d'algorithmes, j'avais beau jeu d'afficher cette autre citation du cofondateur de Google: « Beaucoup d'entreprises échouent sur la durée parce qu'elles passent à côté du futur. » Et oui, un mélange d'injonctions, de promesses et de menaces qu'on retrouve à l'identique aujourd'hui. Vous remplacez ces deux-là par Sam Altman ou Elon Musk, vous retomberez sur les mêmes citations qui vous disent que le futur est écrit d'avance et que ceux qui ne s'adapteront pas à cette rupture technologique seront distancés pour toujours. Sauf qu'entre-temps, après quelques années, j'ai commencé à ressentir un hiatus, une dissonance entre ce futur que je vendais à mes clients, puis l'avenir que décrivaient mes lectures une fois rentré chez moi, où on parlait de rupture aussi, mais pas des ruptures technologiques, cette fois des ruptures systémiques causées par le dépassement des limites planétaires. Et donc, il y a 7 ans, j'ai décidé de prendre du recul, de refaire un master en prospective, et puis d'écrire des livres à mon tour pour explorer ce fossé qui se creuse entre le futur vers lequel on se projette et l'avenir qui se projette vers nous, pour reprendre la formule de Bruno Latour. J'ai d'abord publié un roman, Le dernier étage du monde, aux éditions Anne Carrière, qui fait un peu la satire du monde de l'innovation des cabinets de conseil à la Silicon Valley, dont j'anticipe quelques-unes des dérives actuelles. Et puis un essai sorti l'année dernière, toujours aux éditions Anne Carrière, de quel progrès avons-nous besoin? Et dans ce livre, je raconte l'histoire de Pascal, que je vous présente. Pascal, c'est un dirigeant d'entreprise, comme vous, qui aimerait bien continuer à créer de la valeur sans précipiter la fin du monde, comme vous, a priori. Et Pascal, il a un problème depuis quelques années, c'est que tous les jours, il a quelqu'un comme moi qui vient lui dire que dans un monde à plus 2 degrés, son modèle économique est intenable, donc il doit se transformer, il n'a pas le choix. Et puis, il a aussi quelqu'un comme le mois d'avant, qui vient lui dire que dans un monde bouleversé par l'IA, son modèle économique est intenable, donc il doit s'adapter, il n'a pas le choix. Et évidemment, les transformations qu'on lui propose de part et d'autre ne sont pas les mêmes, voire elles sont carrément contradictoires, et donc Pascal se retrouve tiraillé entre 2 récits du futur présentés comme inéluctables, si bien qu'il se demande comment éviter de passer à côté du futur, pour reprendre la formule, dans ces conditions. Et donc, c'est la question qu'on va se poser ensemble, et comme d'habitude en prospective, avant de se projeter vers l'avenir, on va d'abord essayer de se rappeler pourquoi on en est arrivé là. Alors, ces 2 récits du futur qui tiraillent Pascal, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est 2 grandes histoires d'exponentielles. Des exponentielles bleues d'un côté, celle d'un système économique et d'une technosphère dont le principe est de croître à l'infini. Et puis des exponentielles vertes de l'autre, l'empreinte de ces exponentielles bleues sur le système Terre, d'où les risques de rupture systémique dont je parlais plus tôt. Donc effectivement, il y a le climat qui suit cette trajectoire exponentielle, on le voit avec la courbe d'anomalie des températures, et puis surtout avec, en bas, vous avez la probabilité des points de bascule climatique en fonction du réchauffement. Donc on voit bien ce principe de réaction en chaîne. Plus ça se réchauffe, plus on déclenche des effets de seuil, plus ça se réchauffe. Et le climat, Émilie vient de le dire, n'est qu'une des 7 frontières planétaires que nous avons dépassées, chacune d'entre elles venant avec son lot de problèmes assez vertigineux à résoudre, le cycle de l'eau, du phosphore, de l'azote. Ça vient juste questionner notre capacité future à nous nourrir et nous hydrater. Donc, on peut se dire que ne pas s'en préoccuper, c'est prendre un petit risque de passer à côté du futur. Et là encore, entre tous ces dépassements de limites, on retrouve des boucles de rétroaction positive, des réactions en chaîne, donc de nouvelles exponentielles en puissance. Heureusement, Pascal sait que l'humanité peut compter sur l'innovation, le progrès technique pour se sortir de ce mauvais pas. Et depuis 50 ans, ce progrès s'écrit essentiellement dans la Silicon Valley, une véritable locomotive qui tire toute l'économie derrière elle.
et dont les prophéties prennent toujours, là encore, la forme d'exponentielle. Ça commence au début des années 70 avec la loi de Moore, qui prédit une croissance exponentielle de la puissance de calcul des semi-conducteurs à coût constant, prophétie devenue autoréalisatrice, grâce aux capitaux qu'elle a permis d'attirer dans la Silicon Valley. Ça continue au début des années 2000, avec la prophétie du Web 2.0, qui prédit une croissance exponentielle du volume de données générées, donc stockées à l'échelle de l'humanité. Bingo, de nouveaux capitaux affluent pour créer des plateformes qui permettent aux internautes du monde entier de déverser leurs données personnelles dans des data centers américains. Et donc, suite logique, avec toute cette puissance de calcul et ces états-octets de données d'apprentissage, on prophétise logiquement une croissance exponentielle de l'intelligence de ces systèmes, prophétie qui se veut à nouveau autoréalisatrice grâce aux capitaux pharaoniques qu'elle permet de concentrer dans la Silicon Valley. On voit ici la valorisation de 6 entreprises seulement, 2 ans après la sortie de ChatGPT. Elles avaient pris 3 fois le PIB de la France. Une fois qu'on a dit ça, la question que peut légitimement se poser Pascal, c'est est-ce que ce futur forgé par la technique est adapté, compatible avec l'avenir décrit par la science? Autrement dit, est-ce que ces futures solutions technologiques sont à même de répondre à nos problèmes à venir? Après tout, c'est la promesse, on entend souvent que l'IA, ça va résoudre tous nos problèmes, à commencer par le réchauffement climatique. Alors comment? On ne sait pas encore tout à fait. Ce qu'on constate en attendant, c'est que la ruée vers l'IA a plutôt une fâcheuse tendance à aggraver le problème. Ici, on voit les émissions de Microsoft envers la trajectoire annoncée pour atteindre la neutralité carbone, en noir la réalité, mais encore sous-estimée selon la plupart des études. Et ça concerne tous les géants de la tech, et c'est logique. L'IA, ça a l'air immatériel comme ça derrière notre écran, mais c'est avant tout le résultat d'une immense puissance énergétique, et le mot-clé c'est puissance. Le chercheur José Alloy rappelle que quand AlphaGo bat Lycidol au jeu de Go en 2016, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un peu l'acte fondateur des IA nouvelle génération basés sur le deep learning. On a d'un côté un cerveau humain qui tourne à 20 watts, et de l'autre, un gros millier de microprocesseurs qui tournent à 155 kW. Et donc, corollaire de cette puissance, s'il a fallu 130 gigajoules au corps de Lycidol, pas seulement son cerveau, depuis sa naissance, cette énergie, AlphaGo la consomme en moins de 10 jours. Moins de 10 jours. Et logiquement, plus un jeu est complexe et laisse une grande liberté d'action à ses joueurs, plus il faut de puissance. Donc, à titre de comparaison, il n'avait fallu à Deep Blue que 1,4 kW pour battre Kasparov aux échecs 20 ans plus tôt. Et donc, quand le jeu devient aussi flou que l'IA générale, on assiste logiquement à une croissance exponentielle de la puissance nécessaire à l'entraînement des modèles de pointe. GPT-4, par exemple, c'était 19 MW, donc 122 fois AlphaGo. Et en dépit de toute cette puissance, comme le but du jeu est flou, il arrive encore que nos modèles de pointe soient moins intelligents à certains jeux précis que nos vieux moteurs de règles qui tournaient entre 3 et 4 watts. Donc, ces systèmes nous épatent évidemment par leur polyvalence, on peut tout leur demander, tout et n'importe quoi, mais il faut se rappeler que le prix de ce type d'intelligence, c'est que c'est très inefficient d'un point de vue énergétique. Bon, après tout, c'est peut-être pas si grave. Pascal entend souvent qu'une requête ChatGPT, c'est 0,3 Wh, quelques gouttes d'eau, franchement pas la mer à boire. Certes, mais ce cadrage à la requête individuelle, il nous enfume peut-être un petit peu. Moi, ça me rappelle cette publicité des années 90, seulement 2 calories par tic-tac. Exemple parfait d'une donnée qui n'offre aucune information, puisqu'on ne peut la comparer à rien. D'autant qu'en l'occurrence, entre le type de contenu qu'on veut générer, le modèle qu'on utilise, la complexité de la requête, on passe vite de 1 à 6 à 6 millions de tic-tac pour une seule requête. Donc clairement, Pascal ne peut se faire une idée pertinente de la matérialité de l'IA qu'à une échelle plus globale, et à cette échelle, on voit en gros 3 grandes tensions. Une sur la puissance énergétique, on l'a vu, une sur l'eau, qui permet de refroidir les data centers, et puis une sur les matériaux critiques, dont certains sont affichés ici, mais aussi sur les procédés qui permettent d'en faire des semi-conducteurs, qui reposent sur une poignée d'entreprises au monde. Et sur ces 3 tensions, on observe un peu toujours les mêmes phénomènes. D'abord, un principe de courses armement qui consiste à investir des milliers de milliards de dollars pour démontrer au marché qu'il n'y aura pas de limite matérielle au développement de l'IA. Donc ni sur la puissance énergétique, quitte à rouvrir des centrales gaz, charbon, nucléaire, et à ouvrir des générateurs non raccordés au réseau pour gérer les pics de charge, ni sur l'eau, et ce même si 2 tiers des data centers installés depuis 2022
le son dans des zones en stress hydrique, ni sur les matériaux critiques, quitte à faire de leur accaparement un enjeu de sécurité nationale. Conséquence logique, des conflits d'usage locaux qui apparaissent partout, à peu près partout où les data centers sont implantés, sur l'énergie et sur l'eau, ce qui fait émerger un nouveau type de conflit entre la soutenabilité globale de l'IA et la soutenabilité locale de la vie, de l'économie, des territoires dans lesquels ces infrastructures sont implantées. Puis un troisième phénomène, c'est un signal prix faussé, c'est-à-dire que si l'IA est malgré tout accessible aujourd'hui à un coût marginal, qui ne reflète pas ces tensions sous-jacentes, c'est parce qu'elle est financée à perte par toute la machine capitalistique américaine, hein. Le capital risque, les fonds de pension, les budgets fédéraux, tout y passe, et sur des valorisations, on le voit faussées, puisque les principales sources de revenus de ces entreprises sont liées à des contrats qu'elles passent entre elles. Raison pour laquelle on entend souvent parler de bulles sur l'IA, mais on pourrait aussi parler de dumping, hein, parce que c'est assez ouvertement ce qui se passe. Donc, à minima, ce qu'on peut dire, c'est que cette génération d'IA semble se développer sur une infrastructure et à un prix qui semble, jusqu'à preuve du contraire, insoutenable. Alors, à quoi est-ce qu'on joue? Hein, qu'est-ce qui explique qu'on dilapide toutes ces ressources, alors que le mot sobriété était sur toutes les lèvres il y a 3 ans encore? Ben, il y a Eric Schmidt qui a son idée sur la question. Hein. Il nous dit que de toute façon, on n'atteindra pas nos objectifs climatiques. On n'est pas organisé pour. Donc, certes, l'IA risque d'aggraver le problème, mais il préfère quand même parier sur l'IA pour résoudre le problème. Donc, si on reformule, hein, on bâtit une infrastructure insoutenable dans l'espoir que l'intelligence qui va en émerger trouvera comment la rendre soutenable. Sur le papier, c'est joueur, hein, mais c'est vrai que, vu que tous les patrons de la tech tiennent le même discours, et qu'en parallèle, Pascal est bluffé par les prouesses de chaque nouvelle version, de Claude, de ChatGPT, mais il a envie d'y croire, lui aussi. Et c'est justement sur ce registre-là, celui de la croyance, qu'on se situe. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire le manifeste techno-optimiste de Chris Andreessen. C'est un peu la Bible des techno-évangélistes, hein, c'est un manifeste qu'il faut avoir lu, à mon avis, pour comprendre ce qui se passe. Et vous verrez que le mot croyance y est abordé 116 fois, le mot technologie 78 fois, le mot science 3 fois seulement. Et encore, il faut voir les phrases. Donc, on va du coup se poser la question avec Pascal, faut-il y croire? Alors, Pascal en parle à une amie à elle qui est spécialiste des religions et qui lui raconte une fable qu'on retrouve dans les traditions hindouistes et bouddhistes. Vous la connaissez peut-être, ça raconte l'histoire de 6 fables qui n'ont jamais vu d'éléphant de leur vie et qui chacun tente de s'en faire une idée par le toucher. Donc, pour le premier, c'est évident, un éléphant, c'est à classer dans la catégorie des reptiles. Pour le second, rien à voir, c'est plutôt dans les végétaux. Pour le troisième, c'est une forme d'arme médiévale. Pour le quatrième, je crois que c'est un accessoire nautique. Voilà, bref, chaque aveugle arrive à trouver une catégorie familière dans laquelle ranger ce mystérieux animal. Ça grésille. Et évidemment, personne n'a compris ce qu'était un éléphant. Et non seulement ça, mais si on somme leur point de vue, on n'est pas plus avancé, puisqu'un éléphant, bien sûr, n'appartient à aucune de ces catégories. Et Pascal, là, se dit, mais cette fable se prête très bien à la foi aveugle que semblent porter les techno-évangélistes à l'IA, à l'innovation technologique, pour résoudre tous nos problèmes, des problèmes d'une nature nouvelle, systémique, Émilie en parlait, mais à laquelle on cherche des solutions depuis nos expertises parcellaires. Donc la décarbonation, eh ben, pas de problème. Il suffit d'aller aspirer le CO2 à la sortie des cheminées et de l'enterrer dans le sous-sol. La finitude des ressources, pas de problème. Il suffit d'installer des capteurs partout pour tout mesurer, tout optimiser en temps réel. L'effondrement des services écosystémiques, pas de problème. Si les abeilles disparaissent, on mettra des drones pollinisateurs. Le réchauffement déjà en cours, pas de problème. Il suffit de pulvériser des gaz réfléchissants dans les couches hautes de l'atmosphère. La surexploitation des sols par l'agriculture, pas de problème. Il suffit d'imprimer nos aliments en 3D et de cultiver des cellules souches. Et puis si un sixième se demande, est-ce que ces innovations sont crédibles à l'échelle? Est-ce qu'elles seront complémentaires? Est-ce qu'elles vont suffire? Au pire, pas de problème. Il suffit de construire un bunker en Nouvelle-Zélande avec 30 ans d'eau potable. Et effectivement, si nos aveugles discutent entre eux, ils en viendront, j'ai cliqué trop vite, ils en viendront vite à la conclusion que oui, l'innovation technologique va nous sauver. Mais quelle innovation? Nous sauver de quoi? À quel prix? Eh bien, les aveugles se gardent bien de répondre à cette question, si bien que Pascal se demande, est-ce que le problème ne serait pas justement dans nos solutions trop parcellaires? Et si cet éléphant,
désignait en réalité notre technosphère, l'ensemble des technologies fabriquées par l'homme, et puis évidemment toutes les infrastructures colossales, invisibles, qui permettent à ces technologies de fonctionner, sans oublier les milliards de tonnes de déchets, de pollution qu'elles génèrent. Et c'est vrai que, quand on y réfléchit, cet éléphant, il présente deux problèmes. Le premier, c'est qu'il grandit indéfiniment et de façon exponentielle. La technosphère, elle pèse aujourd'hui plus lourd que la biomasse sèche, c'est-à-dire l'ensemble des organismes, si on retire organismes vivants sur Terre, si on retire l'eau qui les compose, donc avec les pressions évidentes que ça fait peser sur la biodiversité et les cycles biogéochimiques. Et puis, elle consomme aussi toujours plus d'énergie, ce qui fait que malgré le déploiement accéléré des énergies renouvelables, elles ne se substituent pas aux énergies fossiles, ou pas encore, elles ne font qu'aussi additionner, au détriment de nos objectifs climatiques. Et donc cette accumulation de masse et d'énergie, elle va à l'encontre un peu de l'idée qu'on se fait du progrès technique. Vous savez, cette destruction créatrice théorisée par Schumpeter, où le nouveau viendrait toujours améliorer, remplacer l'ancien. C'est pas ce qu'on observe. Ce qui pointe le deuxième problème de notre éléphant, c'est que, au bout du compte, personne ne sait ce qu'il fait réellement, cet éléphant. Personne n'en maîtrise le fonctionnement global. On est tous des experts en silo, chacun maîtrisant, capable de fonctionner, de mettre à jour quelques fonctions, quelques paramètres, mais en restant aveugle aux interdépendances avec d'autres fonctions, d'autres paramètres qui sont du ressort d'autres champs d'expertise. Et on fait tous donc le pari, l'hypothèse, que si chacun optimise son petit morceau de technosphère dans son silo, tout ira pour le mieux, dans le meilleur des mondes, et c'est ça que Pascal a envie d'aller vérifier. Donc il décide de s'intéresser de plus près à ce que notre éléphant a dans le ventre, pour savoir déjà d'où vient cette fuite en avant boulimique de l'éléphant, c'est-à-dire plus on nourrit la technosphère en matière et en énergie, plus elle semble en redemander, et puis savoir si l'IA a une chance d'être le remède tant espéré. Bon, spoiler, c'est pas gagné. Pourquoi? Parce que déjà, cette technologie n'est pas conçue pour répondre à un problème en particulier, mais simplement parce qu'elle est concevable. C'est la philosophie du quand on peut, on veut, qui a fait la gloire de la Silicon Valley. Vous savez, s'il y a un truc qui est faisable, il faut être les premiers à le faire, et puis ensuite charge à notre service marketing de trouver des problèmes que ce truc peut résoudre. Et donc ça, ce déterminisme technologique qui résulte de décennies d'abondance énergétique et matérielle à crédit qui ont conduit à ce que la question du pourquoi faire, qui normalement est à la source de toute innovation, soit remplacée par la question pourquoi pas. Si l'IA fait de la musique à ma place, ou écrit mes livres à ma place, pourquoi pas. Et donc c'est comme si le sens du progrès technique était dicté par la force des choses qui existent déjà. L'inverse, finalement, de la destruction créatrice. Le nouveau n'est pas là pour remplacer l'ancien, mais pour en renforcer la nécessité. Par exemple, pour qu'OpenAI existe, il faut beaucoup de data. Donc, il faut des plateformes qui nous permettent de déposer nos données personnelles. Il nous faut donc des terminaux, il nous faut donc des clouds pour héberger ces données, il faut des semi-conducteurs pour entraîner les modèles d'IA, etc. Et là, on est face à un principe qui est de grappe d'innovation, c'est-à-dire que chaque technologie renforce le déterminisme des suivantes, qui en retour renforce le déterminisme des précédentes, jusqu'à ce que Pascal n'ait d'autre choix que d'être client de toutes ces entreprises à la fois. Et c'est la raison pour laquelle il y a un cadenas devant déterminisme technologique, c'est qu'il s'agit d'un verrou systémique, un mécanisme invisible qui verrouille nos décisions en faveur de la croissance exponentielle de la technosphère. Alors bien sûr, on finit souvent par trouver des problèmes que la technologie peut résoudre. Et d'ailleurs, Pascal vient de commander une étude pour connaître les rêves les plus fous de ses clients en matière d'IA. Il tombe alors sur une deuxième couche d'innovation, ce que j'appelle la technologie névrotique, c'est-à-dire des solutions techniques à des problèmes qui seraient plutôt d'ordre psychologique. Par exemple, il y a Philippe qui n'a plus le temps d'appeler ses grands-parents et qui rêverait qu'une IA le fasse à sa place et lui fasse un dashboard hebdomadaire pour suivre leur état d'humeur. Il y a Laura qui rêverait de se construire un groupe d'amis IA. Voilà. Et puis il y a Jordan qui lui rêverait qu'on lui propose un avatar deepfake ultra réaliste de sa voisine. Alors la mauvaise nouvelle, vous l'avez deviné, c'est que toutes ces solutions existent déjà, mais que Pascal se rassure, il y a plein d'autres technologies névrotiques à inventer s'il cherche bien, c'est un marché en croissance exponentielle. Ici, on est face à un deuxième verrou, l'illusionnisme technologique, c'est cette facilité d'escamotage offerte par la technologie. Un peu comme Ubuntu, on focalise notre attention sur les effets bénéfiques immédiats, tout en masquant les effets délétères sur le long terme, donc sur la santé mentale des usagers, l'addiction qui peut en découler, et bien sûr l'immense gâchis de ressources nécessaires pour produire cette illusion.
Donc il y a une destruction de valeur bien réelle, mais qui est cachée, dissimulée, et qui ne sera jamais imputable au fabricant, ni déduite de son cours de bourse, et c'est pour ça qu'il s'agit d'un verrou. C'est que nos règles du jeu économique nous incitent, en fait, à l'illusionnisme technologique. Autrement dit, quand Jordan se sera lassé de son casque de VR, il sera toujours plus rentable de lui en proposer un nouveau, plus réaliste en 8K, plutôt que de l'amener à prendre du recul sur la véritable nature de son problème. Qu'à cela ne tienne, Pascal se met en quête d'innovation répondant à des problèmes réels, et il arrive sur une troisième couche de notre millefeuille, des solutions techniques qui se contentent de déplacer le problème qu'elles entendent résoudre en créant au passage une dépendance. C'est notre troisième verrou, la dépendance au sentier. C'est quand notre décision passée creuse un sillon, un sentier duquel il devient chaque jour plus coûteux de sortir. Quelques exemples, hein. Plus un territoire dépense pour entretenir ses routes, plus il sera coûteux de sortir de sa dépendance à la voiture, plus un agriculteur dépense en intrants chimiques, plus il sera coûteux de se convertir au bio, etc. Donc le principe, c'est que chaque génération de solutions génère une génération de problèmes plus coûteux à résoudre, qui engendre une nouvelle génération de solutions plus complexes, et ainsi de suite, ce qui fait grossir inlassablement notre éléphant. Alors dans le numérique, le schéma est connu. Hein. On promet à Pascal qu'une technologie va lui faire gagner un temps fou. Avant-hier, l'email. Hier, la visioconférence. Aujourd'hui, l'IA générative. Banco, du coup, hein, Pascal en met partout, de sorte que très vite, il apparaît irréaliste de faire machine arrière, ça coûterait beaucoup trop cher, dépendance au sentier. Puis quelques années plus tard, on revient voir Pascal, on lui demande ce qui lui prend le plus de temps dans sa journée, et qu'est-ce qu'il dit? Hier, répondre à mes emails, aujourd'hui, passer du temps en visio, et puis demain, relire tous les contenus que m'aura généré l'IA. Pourquoi? Parce qu'il y a deux phénomènes, hein, en l'occurrence. Le premier, c'est que... spoiler. Le premier, c'est que ce gain de temps de productivité ne peut être que relatif. Or, puisque tous les concurrents de Pascal déploient la même technologie en même temps, personne n'y gagne la moindre seconde. Donc ça, c'est un exemple de dilemme du prisonnier. Verrou qui concerne toutes les couches qu'on a vues jusqu'ici, c'est-à-dire que Pascal peut très bien, hein, en conscience, refuser d'adopter une technologie, en considérant que les gains de productivité qu'on lui vend sont illusoires, dont acte. Mais il suffit qu'un seul de ses concurrents déploie la technologie pour que sa perte de productivité soit tangible et immédiate. Et comme tout le monde fait ce raisonnement bien rationnel, tout le monde déploie la technologie en pure perte. Et le deuxième phénomène, c'est un autre verrou bien connu, l'effet rebond. Le gain de temps induit par ces technologies est surcompensé par le nombre de messages, le nombre de réunions, le nombre de contenus induits par la même technologie. Autrement dit, hein, si Pascal génère un contenu en 2 fois moins de temps, mais qu'il en crée 3 fois plus pour rester compétitif, il a perdu du temps. L'effet rebond, plus généralement, c'est quand un gain d'efficience énergétique et matérielle, au lieu de se traduire par de la sobriété, se traduit par un rebond paradoxal de la consommation énergétique et matérielle. Et c'est vrai que celui-là, ce verrou-là, il fait particulièrement mal, parce que ça veut dire que même des solutions parfaitement valables à des problèmes parfaitement réels peuvent finir par aggraver le problème qu'elles prétendent résoudre et par aggraver la croissance exponentielle de notre éléphant. Par exemple, quand NVIDIA annonce des GPU pour entraîner les modèles d'IA 96% plus efficients que la génération d'avant, prouesse technique indéniable, mais on sait déjà que ça va se traduire par un rebond de la consommation énergétique de l'IA. Et d'ailleurs, quand DeepSeek-R1... Oh, c'est pas les bons slides, désolé, voilà. Quand DeepSeek-R1, le modèle open source chinois, fait dévisser le marché de la tech américaine de 1000 milliards de dollars en une seule journée, parce qu'ils ont atteint des performances égales à OpenAI avec des vieilles puces NVIDIA et 10 fois moins de puissance, et bien, que s'empressent de dire les patrons de la tech? Ils rassurent les marchés en disant « l'effet rebond frappe à nouveau », de manière triomphale, comme si c'était une excellente chose. Voilà. Après avoir traversé toutes ces couches superflues, Pascal en arrive au cas d'usage valable de l'IA répondant à des problèmes réels. Et évidemment, si on n'investit que sur ces cas d'usage-là, le problème des mesures de la technosphère est résolu. Mais on touche ici un angle mort du discours des techno-évangélistes. Une question qu'ils ne posent jamais. Est-ce que les cas d'usage valables de l'IA feront le poids face à tous ces usages contre-productifs, superflus, toxiques? Et quand on voit les niveaux de valorisation actuels, Pascal se doute bien qu'on ne risque pas de rentabiliser ces niveaux d'investissement juste en misant sur ce petit rond vert. Il va falloir faire feu de tout bois pour éviter que la bulle éclate. Et on en arrive donc au patron d'NVIDIA qui nous dit récemment que si un ingénieur à 500 000 $ ne claque pas pour 250 000 $ de tokens, c'est très inquiétant.
Donc un exemple typique de effet rebond combiné avec dilemme du prisonnier. Vous l'avez? Pour info, 250 000 $ de token, pour cet ingénieur, c'est 75 MWh. Donc c'est de quoi faire 10 fois le tour de la Terre en voiture électrique. Et si on extrapole à la Silicon Valley, donc 500 000 ingénieurs qui ont un salaire moyen de 200 000 $, on arrive à 2,5 réacteurs nucléaires, juste pour les usages de l'IA de ces ingénieurs. Pour info, ça correspond à peu près ce qu'on produit en France pour 2 millions de personnes, pour tous les usages confondus. Donc on touche ici au cœur du problème. Si l'IA est insoutenable dans son paradigme actuel, c'est parce que son modèle économique oblige à une croissance exponentielle de ses usages, donc à une fuite en avant, pour rentabiliser les infrastructures qui la rendent possible aujourd'hui. Autrement dit, les patrons de la tech nous disent 2 calories par tic-tac, mais à la condition que tout le monde mange 10 000 tic-tac par jour et que dans un futur proche, on se nourrisse exclusivement de tic-tac. Malgré tout, les techno-évangélistes ont un dernier argument, un ultime argument, pour convaincre Pascal que la tech, l'IA, sont notre seule chance de faire face à l'avenir, c'est celui de l'irrationalité de nos décisions. Et il faut reconnaître que depuis qu'on est au courant pour le réchauffement climatique, les limites planétaires, on n'a pas pris que des décisions rationnelles. Donc, c'est vrai qu'à force, on commence à incriminer le cerveau de Pascal. Ses biais cognitifs, son striatum, son satané désir d'avoir toujours plus inscrit dans son ADN. On suggère aussi de plus en plus que son intelligence atteindrait ses limites biologiques, les fameux 20 watts, de sorte à suggérer que l'IA prendra en définitive de meilleures décisions que lui et que nous tous. Et on se laisse petit à petit gagner par ce cadrage qui dit que le problème est dans la nature humaine et que sans nos biais, sans nos limites, on appliquerait enfin notre rationalité économique à la lettre et tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Or, ce que nous disent ces verrous systémiques, c'est que le problème se trouve précisément dans cette sacro-sainte rationalité économique à partir de laquelle on prend toutes nos décisions. Dans un débat avec l'ancien vice-président du GIEC, Jean Jouzel, Patrick Pouyanné a eu cette fameuse phrase que vous avez peut-être entendue: « Je connais et je respecte l'avis des scientifiques. Le problème, c'est qu'il y a la vie réelle. » Cette phrase géniale résume parfaitement le conflit de réalité, de rationalité dans lequel nous placent les verrous systémiques. Parce que qu'est-ce qu'il entend par vie réelle? Que des milliards de gens vivent aujourd'hui dans des zones où le pétrole est indispensable pour se nourrir, se déplacer. Dépendance au sentier. Que son entreprise a des concurrents, et que s'il n'ouvre pas de nouveaux gisements, un autre le fera à sa place. Dilemme du prisonnier. Que la technosphère ne cesse de croître, c'est pas sa faute, il faut bien répondre à la demande énergétique qui augmente, l'effet rebond. En fait, on peut comprendre finalement son conflit de rationalité, parce qu'on a tous le même. Notre rationalité scientifique nous dicte une chose, notre rationalité économique nous en dicte une autre, si bien qu'une somme de décisions qui apparaissent parfaitement rationnelles à l'échelle des décideurs et des entreprises qui les prennent, finit par s'avérer complètement irrationnelle à l'échelle systémique. Et quoi qu'en disent les techno-évangélistes, désolé, mais l'IA prendra exactement les mêmes décisions, les argumentera par les mêmes tableaux de chiffres implacables, tant qu'elle sera entraînée pour jouer selon nos règles du jeu. Et donc Pascal en arrive à la compréhension que la technologie n'est que la face émergée du problème. Ça n'aurait évidemment aucun sens d'être pour ou contre l'IA sans poser la question du pourquoi faire. En même temps, ce serait peut-être un peu naïf de considérer qu'elle est un outil neutre et que tout dépend de l'usage qu'on en fera. Vous savez, c'est l'analogie du couteau. Ça peut servir à couper un morceau de fromage ou à tuer quelqu'un, c'est donc l'usager qui décide si l'outil est bon ou mauvais. Certes. Mais l'IA, c'est pas un couteau. Sa finalité n'est pas fixée par son usager, mais par une somme de choix invisibles sous la surface, des choix qui sont déjà faits au moment où Pascal l'utilise. Prenons un exemple d'une IA ancienne génération de Meta qui filtre l'information que Pascal voit s'afficher sur ses flux Facebook et Instagram. La face émergée de l'iceberg, c'est pas sorcier, c'est un algorithme qui choisit parmi des milliards de publications lesquelles afficher à Pascal et dans quel ordre, parce qu'il ne pourra pas tout lire. Bon, aucun problème. Mais sous la surface, on a des choix de design qui consistent à exploiter les fameux biais cognitifs de Pascal, à surstimuler son fameux striatum, sa sécrétion de dopamine, pour maximiser son attention retenue sur la plateforme et la collecte de ses données personnelles, quitte à lui présenter des contenus de plus en plus simplistes et polarisants.
Mais ces choix de design, ils ne font que répondre très logiquement à un modèle économique, l'économie de l'attention. Chaque seconde de l'attention de Pascal focalisée sur la plateforme augmente sa valeur auprès des annonceurs, et chaque donnée supplémentaire qu'il y dépose améliore sa capacité de ciblage. Et ce modèle économique, il découle en fait très logiquement d'une règle du jeu implicite du système, qu'on peut résumer par cette promesse d'exponentielle infinie, parfaitement illustrée par le logo de Meta, vous remarquerez, qui postule une absence de limite. Il faut extraire toujours plus de données personnelles, de temps d'attention, de matière et d'énergie pour tenir la promesse faite aux investisseurs. Or, cet exemple de Meta, on commence à avoir du recul, il montre à quel point ces choix invisibles, sous la surface des choses qu'on utilise tous les jours, façonnent en profondeur nos usages et nos réalités. D'ailleurs, quand Eric Schmidt nous dit qu'on n'est pas organisé pour atteindre nos objectifs climatiques, c'est un peu ironique quand même, parce que c'est en partie à cause de ces algorithmes et de la fragmentation, de la polarisation de l'intelligence collective qu'ils induisent. Ce qui est encore plus ironique, c'est que cette génération d'IA est encore à ce jour la plus rentable de très loin, et que ce sont donc les revenus qu'elle génère qui permettent à la Silicon Valley de financer à perte la nouvelle génération, vous savez, celle qui va nous sauver du réchauffement climatique. Alors que ces algorithmes pourraient très bien être conçus selon d'autres règles du jeu, favoriser le débat constructif, la prise de décision éclairée, la délibération collective. Si ça se trouve, ça nous aiderait à mieux nous organiser. On comprend bien que du point de vue d'un fonds de capital risque, c'est plus pratique de considérer que les couches existantes du web sont verrouillées, dépendant de ce sentier, de sorte à ajouter une nouvelle couche au millefeuille. Ils sont quand même pratiques, ces verrous systémiques, quand on y pense. Ici, on a Eric Schmidt qui surfe sur la dépendance au sentier, et sur l'illusionnisme technologique aussi. Parce que cette IA qui va nous sauver de nos mauvaises décisions, est-ce qu'on y croit parce que la technologie progresse ou parce que notre discernement recule? Bon. Mais on avait aussi Satya Nadella, qui se réjouissait de l'effet rebond. On a vu Jensen Huang organiser un dilemme du prisonnier planétaire, de sorte que Pascal commence à avoir la très nette impression que ces verrous ne sont peut-être pas que des effets de bord, mais peut-être la finalité du jeu auquel jouent ces entreprises, le cœur de leur modèle économique. Parce qu'on l'a vu, ces entreprises, c'est avant tout des marchands de futur, c'est-à-dire que leur modèle économique, c'est de vendre des prophéties exponentielles aux investisseurs et espérer attirer suffisamment de capitaux pour qu'elles se réalisent. On a vu aussi que le progrès scientifique, en parallèle, fait évoluer notre représentation du monde. On sait que le système Terre admet des limites indépassables. On sait que les exponentielles infinies, ça n'existe que dans notre imagination. Dans la réalité, il y a toujours une limite fixée par une capacité de charge du milieu. On sait que chaque technologie admet un seuil de contre-productivité au-delà duquel elle va à l'encontre de son objectif initial. Et on sait documenter de plus en plus finement les effets délétères de certaines technologies sur nos fonctions cognitives et notre santé mentale. Et donc en toute logique, cette évolution de notre représentation du monde devrait se traduire par une mise à jour du progrès technique, de ses finalités, pour l'adapter à cette nouvelle réalité. Or, on voit que c'est pas le cas. Le progrès technique reste verrouillé sur une trajectoire exponentielle, comme bloqué dans une réaction en chaîne. Non seulement ça, mais pire, la réaction en chaîne semble faire partie du jeu. C'est-à-dire que l'accélération technologique nourrit la croissance exponentielle de la technosphère, dont la démesure conduit à se rapprocher encore plus des points de bascule systémiques, ce qui renforce en fait le discours du déterminisme technologique, puisque les techno-évangélistes s'empressent d'enjoindre Pascal à miser all-in sur l'accélération technologique, seule réponse valable à la polycrise qui s'annonce. Et donc ce déterminisme, il se nourrit des verrous systémiques pour entériner que le progrès technique, sa trajectoire est pour toujours indécidable, incontrôlable, et que Pascal n'a plus d'autre choix que d'épouser son accélération et de prier pour qu'elle résolve les problèmes plus vite qu'elle n'en créera de nouveau. Et donc à l'arrivée, comme l'écrivait Bernard Stiegler, l'accélération n'a plus d'autre finalité que sa propre accélération. Autrement dit, cette conférence ne sert à rien, désolé, parce que ça ne sert à rien de se demander à quel futur s'adapter, désolé. Puisque le futur est écrit d'avance et qu'il s'écrit là-bas, chez ceux qui ont la technologie, le monopole des technologies pour le faire advenir. Et donc l'enjeu n'est plus de séduire les décideurs comme Pascal avec un récit du futur enthousiasmant, mais de convaincre ces décideurs qu'il n'y a plus rien à décider. Donc peu importe si l'IA n'est pas rentable, pas soutenable, pas robuste, pas souveraine, pas compatible avec les limites planétaires, puisque qu'on le veuille ou non,
tout le monde utilisera l'IA partout, sans discernement, pour tout faire, même ceux qui n'y ont aucun intérêt, même ceux qui n'en ont pas envie. Pourquoi? Parce que dépendance au sentier, dilemme du prisonnier, effet rebond. Autrement dit, nos marchands de futur qui aiment tant présenter la tech comme un game changer, ce qui avait du sens quand ils étaient en position d'outsider, désormais sont en position hégémonique et présentent la tech comme un game locker, enfin ils l'utilisent surtout comme un game locker, ce qui veut dire que le jeu auquel leurs IA sont entraînés, avant tout, c'est celui d'entériner qu'ils ont le monopole du futur. Je vous dis, on est progressif dans les citations, je vous mets les gentils au début, et puis là, on est vraiment sur ceux qui assument. Et donc voilà, dorénavant, il n'existe plus un seul secteur de l'économie, plus un segment de nos vies dont le futur ne soit pas déterminé par leur technologie, donc par leur décision. Et évidemment, quand Pascal anticipe le futur de son activité, la première source d'information qu'il va chercher, c'est celle de ces marchands de futur et de leurs relais, ces milliers d'experts en IA qui ont fleuri depuis 3 ans, qui lui racontent ce que l'IA va faire à son secteur. Alors, le problème, c'est que ce déterminisme technologique, il a 3 conséquences très graves et très sous-estimées sur notre représentation du monde, dont Pascal peut se faire une idée en s'intéressant aux chapelles qui fleurissent dans la Silicon Valley, financées par ces techno-évangélistes et fondées sur les mêmes prophéties exponentielles que leurs entreprises. Alors, ne vous fiez pas au nom, c'est un peu comme République démocratique populaire de Corée. Plus le nom a l'air sympa, plus ça craint. Alors, la première conséquence de ce déterminisme, c'est que la technologie est au-dessus du progrès. C'est-à-dire que l'idée du progrès hérité des Lumières suppose que le progrès technique soit toujours soumis à un idéal, subordonné à notre libre arbitre, notre esprit critique, ou à des valeurs cardinales comme l'état de droit, à la démocratie. Or, selon ces chapelles, l'humanité ne peut atteindre le prochain stade d'abondance et de prospérité qu'en faisant table rase des frictions qui entravent l'accélération technologique actuelle, premier rang desquelles le libre arbitre, l'esprit critique, l'état de droit ou la démocratie. La deuxième conséquence, c'est que la science n'est plus la seule source indiscutable, la seule source de vérité, parce que toujours selon ces chapelles, le progrès technique obéit à ses propres lois, qui sont aussi objectives et déterministes que les lois de la physique. Autrement dit, quand un homme d'affaires m'annonce que bientôt l'IA va devenir consciente, c'est une information à placer sur le même plan de vérité qu'un rapport du GIEC qui essaye d'anticiper les effets d'un réchauffement à plus de 2 degrés. Donc c'est une nouvelle forme insidieuse de climato-scepticisme, parce qu'on ne dira plus que le GIEC a tort dans ses prévisions, mais qu'on aurait tort de s'en alarmer. Parce que les lois du progrès technique nous disent que la technosphère est une structure dissipative, et que donc l'entropie, le désordre qu'elle génère dans le système Terre est normal, ça fait partie du plan. Il n'y a donc rien à décider, bien sûr. Puis, troisième conséquence, c'est que la science-fiction se retrouve sur le même plan que la science, c'est-à-dire que notre récit du futur se retrouve saturé de concepts indéfinissables, de scénarios fantasmagoriques ou apocalyptiques, généralement écrits par des auteurs de science-fiction des années 60, pour nous mettre en garde contre une dérive autoritaire de la technologique, et que ces marchands de futur lisent comme des tutos, en concevant leurs IA, exactement comme le redoutaient ces auteurs, et en nous disant, vous voyez, c'est inéluctable, le futur est écrit d'avance. Alors j'ai posé la question, faut-il y croire? Il se trouve qu'il y a quelques siècles, un autre Pascal, Blaise de son prénom, avait voulu démontrer par les probabilités qu'il était plus raisonnable de croire en Dieu que de ne pas y croire. Donc dans mon livre, j'en propose une variante pour démontrer que Pascal, en tant que décideur raisonnable et européen, a tout intérêt à ne pas croire à ce déterminisme technologique. Pourquoi? Parce que à ce jeu de la fuite en avant exponentielle vers l'IA, il est à la pire place possible. Celui du pigeon à la table de poker qui suit docilement chaque surenchère en n'ayant aucune carte en main, aucune maîtrise de la chaîne de valeur, aucune réserve d'énergie fossile ni de matériaux critiques, aucun contre-modèle à faire valoir, et qui s'empresse de construire plein de data centers au prétexte d'une IA souveraine et décarbonée, qui ne sera ni souveraine, parce qu'elle repose sur des technologies et des capitaux américains, ni décarbonée, puisqu'elle est mise au service de l'effet rebond voulu par la Silicon Valley. Et pendant ce temps, ces marchands de futur donnent aussi clairement l'impression de ne pas croire du tout à leur prophétie d'exponentielle. Ils donnent même l'impression d'être très conscients de la finitude des ressources et de profiter d'une asymétrie d'information et de capital pour accaparer un maximum de ressources critiques, ce que le chercheur Arnaud Orin appelle le capitalisme de la finitude, pour capturer un maximum de valeur
générés par le reste de l'économie, ce que la chercheuse Ophélie Coelho appelle le siphon technologique, et puis pour créer de nouvelles dépendances inextricables à des infrastructures dont ils ont le monopole, ce qui fait craindre à Arthur Mensch, le fondateur de Mistral, que l'Europe devienne une colonie de l'IA. Si l'enjeu est de réconcilier technologie et progrès, il va falloir jouer un autre jeu, peut-être construire un nouveau puzzle, c'est-à-dire sortir du puzzle existant qui est de toute façon verrouillé avec des barrières à l'entrée partout, et préférer le puzzle émergent, qui est constitué encore d'innovations disséminées, mais qui au moins laisse plein de places disponibles et une abondance de problèmes irrésolus. Et on a vu que le premier verrou qui empêche Pascal de passer de l'un à l'autre, c'est le déterminisme technologique, et donc il nous faut un principe clé, de base, au cœur de notre paradigme, pour nous en protéger, une bonne fois pour toutes. Or, maintenant que Pascal a retiré son bandeau, et qui voit l'éléphant dans la pièce, ce principe, en fait, il est assez clair. Puisque le problème racine est la démesure de la technosphère, la condition sine qua non pour le résoudre, avec ou sans IA, c'est ce que Philippe Buick appelle le discernement technologique, c'est-à-dire d'opérer deux mouvements simultanés, indissociables, l'un consistant à réduire considérablement l'empreinte de la technosphère jusqu'à des niveaux soutenables, l'autre consistant à augmenter tout aussi considérablement la conception, l'investissement, le passage à l'échelle de solutions réellement valables aux problèmes très réels qui vont se poser à nous. Autrement dit, il s'agit de réaffirmer un truc très simple, la prééminence du progrès scientifique et humain sur le progrès technique. Et donc, oui, d'assumer qu'il y a des limites, par exemple, aux ressources qu'on peut consacrer à l'IA. Mais souvenez-vous de Atari qui bat ChatGPT. Plus la règle du jeu est précise, moins on a besoin de puissance à intelligence égale. Ce qui veut dire que le coût de notre manque de discernement aujourd'hui, il est astronomique. Et en fait, ce discernement technologique à l'échelle systémique, c'est un gisement de valeur considérable, c'est prouvé par plein d'études. Le problème, c'est comment aller capter cette valeur. C'est ce qu'on va voir avec cette deuxième clé, qui s'inspire directement des pratiques de la Silicon Valley de l'époque, jadis, où ils utilisaient effectivement l'innovation comme un game changer. Il faut se souvenir qu'il y a 20 ans, aucun des modèles économiques qui régissent le web aujourd'hui, le freemium, l'économie de l'attention, n'existait. Et il faut bien voir que la réussite de la Silicon Valley s'est jouée là-dessus, avant tout. Pas sur sa capacité d'innovation technologique, parce que le web s'est construit sur des briques open source, essentiellement, mais sur sa capacité à inventer des modèles économiques favorisant l'adoption de ces technologies à elle, corroborant sa vision du monde, ses règles du jeu et remodelant des secteurs entiers de l'économie à son avantage. Et il me semble que c'est un peu ce qu'on veut faire ici, au service d'une économie régénérative. Et pour ce faire, une arme déterminante, ça a été les grappes d'innovation, les écosystèmes d'innovation. Comme le rappelle cette citation tristement lucide du PDG de Nokia avant son rachat par Microsoft, qui permet de se rappeler à quel jeu on s'est fait avoir, et peut-être de commencer à utiliser les armes de l'adversaire contre eux. Pourquoi le principe des grappes d'innovation est important? Parce que, en fait, la réussite d'une innovation, elle dépend en grande majorité de facteurs exogènes. Comment vont évoluer les infrastructures et les territoires dont le modèle de Pascal dépend, que vont décider les autres acteurs de sa chaîne de valeur. Dans ces conditions, vouloir réinventer sa pièce de puzzle seul dans son silo, c'est soit voué à l'échec, soit voué à renforcer le statu quo, la dépendance au sentier. Donc la parade, que la Silicon Valley a appliquée allègrement, c'est d'innover par grappes, par écosystème de technologies et de modèles économiques complémentaires qui s'auto-renforcent. Ce qui consiste à vraiment intégrer que le retard européen, il n'est pas technologique. Toutes les technologies existent pour bâtir une IA souveraine et un web affranchi des plateformes. Et on a beaucoup plus d'ingénieurs qu'aux États-Unis pour le faire, d'ailleurs. Mais ce qui nous manque, c'est la capacité à articuler ces innovations en grappes de modèles économiques complémentaires et conçus pour changer les règles du jeu. Et accessoirement, ces grappes, c'est aussi très efficace pour sortir des dilemmes du prisonnier. Pensez juste à un petit cas, cette valeur piégée, considérable, dans les plateformes pour tout ce qui est la visibilité en ligne. Vous avez un dilemme du prisonnier planétaire, sur Google, X, Instagram, qui oblige des millions d'acteurs à payer un tribut régulier pour que les algorithmes pas leur fassent gagner en visibilité, mais juste pas trop en perdre, au profit des publicités qui prennent de l'ampleur petit à petit sur ces plateformes. Et donc cette valeur prisonnière, il n'est possible de la libérer qu'en coordonnant ces décisions avec d'autres acteurs. C'est ce que nous dit la théorie des jeux. Le remède au dilemme du prisonnier, c'est la coopération. Alors bien sûr, il nous reste combien de temps? Bon, je vais aller vite là-dessus.
On va pas passer du jeu A au jeu B du jour au lendemain, et donc Pascal doit développer une capacité à jouer aux deux jeux en même temps. C'est ce qu'en innovation on appelle l'ambidextrie, c'est une capacité d'une organisation à fonctionner dans deux modes distincts, très différents, l'exploitation et l'exploration. Et là, pour parler d'IA, la pire stratégie possible pour Pascal, évidemment conseillée par tous les marchands de futur, c'est de déployer les modèles d'IA ici pour accélérer tous ces processus critiques au prix, évidemment, de nouvelles dépendances inextricables et d'un transfert de capital immatériel immense, le fameux siphon technologique. Une meilleure stratégie, déjà, quitte à utiliser des outils comme Claude Code tant qu'ils sont disponibles à un coût marginal, on a vu que ça n'allait peut-être pas durer, c'est déjà de s'en servir pour transférer ces dépendances technologiques du jeu A vers le jeu B et d'accélérer son mode d'exploration pour faire émerger des nouveaux modèles à expérimenter dans le jeu B. Mais la meilleure application de l'ambidextrie, c'est encore à l'échelle écosystémique. Ici, vous avez dans le jeu A plein d'entreprises de secteurs différents qui ont chacune un petit Pascal qui fait preuve de discernement technologique et qui crée des cas d'usage réellement valables de l'IA, on le voit avec ces petits puzzles. Le problème, c'est qu'on est toujours, dans ce cas, des aveugles qui chacun optimise son petit bout de technosphère, chacun dans son coin, en espérant que la somme des innovations va conduire à une amélioration du système. Et l'ambidextrie écosystémique, ça consiste juste pour Pascal à ne pas parier all-in sur cette stratégie-là, mais à garder une partie de ses ressources pour pratiquer de l'exploration de grappes avec d'autres acteurs qui sont d'accord sur les mêmes règles du jeu. C'est un peu ce qu'on fait ici, vous remarquerez. Et qui sont concernés par les mêmes verrous. Et dont chaque innovation, en fait, en plus de sa valeur microéconomique, contient une réponse, un petit élément de réponse à un problème systémique, la petite pièce de puzzle d'un puzzle plus large. Et ces entreprises, vous noterez qu'elles n'ont pas à être technologiques. Elles ont juste une expertise métier, une connaissance accrue, pointue, d'une partie du système, et la lucidité de ne pas chercher à l'optimiser seul dans leur coin, mais à coordonner leurs décisions avec d'autres acteurs, ce qui permet, par exemple, d'identifier les grappes prioritaires, de dérisquer les phases d'exploration à plusieurs, de synchroniser leur time to market pour poser davantage sur le jeu A, etc. Et voilà comment, sans cesser de jouer au jeu A, Pascal peut espérer, c'est pas bloqué, faire émerger une technosphère qui repose sur d'autres règles du jeu. Tout à fait concevable. Voilà. Ça existe juste de changer un tout petit peu le logiciel. Et de commencer par effectivement nommer l'éléphant dans la pièce, c'est ça qui rend tout possible, et donc de cartographier ces dilemmes du prisonnier, ses effets rebonds, ses dépendances au sentier, prendre conscience de ce qui bloque réellement ses décisions, ses marges de manœuvre, son modèle, sa chaîne de valeur, et de se rapprocher des autres acteurs qui sont concernés par ces mêmes verrous. Le message avec lequel je veux vous laisser, parce que je vois les chiffres rouges, ça me fait peur. Il reste 13 secondes sur le papier. C'est que le jeu en vaut la chandelle. Je veux vraiment vous laisser avec ça. Parce que ce nouveau pari de Pascal dont on parle, il signifie en fait que les innovations les plus cruciales des 20 prochaines années ne viendront pas de la Silicon Valley. Et ça s'applique aussi à l'IA. Cette citation de Douglas Hofstadter, que moi j'adore, qui nous dit que chaque génération d'IA, au lieu de produire quelque chose dont tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'une véritable intelligence, en fait, ne fait que révéler ce que la véritable intelligence n'est pas. Et moi, j'ai l'impression que cette véritable intelligence qui est complètement inexplorée en ce moment, c'est ce qu'on peut appeler l'intelligence systémique, c'est-à-dire l'intelligence qui naît des relations entre les acteurs d'un système et des règles qui consentent à suivre. La nature produit des exemples spectaculaires de ce type d'intelligence. Pour info, quand on essaye de modéliser par algorithme le comportement d'un banc de poissons qui évite un prédateur, comme ce que vous voyez, il suffit de fixer 2 règles extrêmement simples à chaque individu pour arriver à un comportement extrêmement complexe qu'on serait tenté de modéliser en faisant en ayant plein de GPU derrière qui tournent à balle dans des data centers. Voilà. Alors que, on voit cette intelligence, elle n'est pas seulement esthétique, elle l'est, mais elle est aussi très efficace pour s'adapter à des situations inattendues et à prendre des décisions rapides et adéquates dans des contextes très fluctuants. Clairement, le type d'intelligence qu'il va nous falloir développer un petit peu. Mais c'est hypnotique, vraiment. Le requin, il chope rien. Et voilà pourquoi, désolé, je vous coupe, c'est très satisfaisant comme
Voilà pourquoi je pense qu'il ne faut pas enterrer Pascal trop vite, et donc l'Europe, dans la course à l'IA. Parce que, certes, l'IA qui permet de gagner au jeu A, c'est mort, hein, on ne rattrapera pas le retard, mais l'IA qui permet de gagner au jeu B, c'est-à-dire d'adapter la technosphère au chaos qu'elle fait elle-même advenir, reste à inventer, et puisque tous les autres acteurs semblent décider à faire sécession du réel, et ben en fait, Pascal est au meilleur endroit pour le faire. Merci.